Bien, bonjour, je vous propose de commencer ce 5e cours et avant-dernier sur, encore une fois, tout ce qui concerne les aspects de la symbiose microbienne. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est inscrit dans le titre en réalité, c'est d'essayer de dégager un petit peu cette notion de dysbiose par rapport bien sûr à la situation dite normale qu'on appelle l'eubiose. Et surtout d'essayer de réfléchir sur un aspect qui est très très important dans ce domaine-là, mais dans le domaine des maladies infectieuses en général, qui est au fond le lien de causalité. C'est-à-dire qu'on voit très bien jusqu'à présent dans ces études sur le microbiote que très rapidement, en particulier chez l'homme bien sûr, on a essayé de corréler des altérations de ces microbiotes avec des pathologies. Les corrélations sont venues assez rapidement avec un certain nombre de maladies, on en reparlera. Mais se pose bien entendu le problème de la causalité, c'est-à-dire est-ce que ces altérations des flores sont cause ou conséquence en réalité de la situation, voire absolument non associées d'une manière ou d'une autre avec la maladie elle-même. Donc on essayait de réfléchir sur tout ça. Donc la présentation va être ce que je viens de vous dire, et puis on aura ensuite un séminaire par Karine Clément, qui est professeure à la Pitié-Salpêtrière de nutrition, qui est une spécialiste de l'obésité et du diabète et qui s'est, ces dernières années, intéressée en collaboration en particulier avec des groupes qui ont travaillé sur la métagénomique du microbiome intestinal, à cette interface entre microbiote, dysbiose, obésité et diabète. Alors là, elle vient de Lyon en train. Téléphoné en disant qu'elle risquait d'être un petit peu en retard. J'espère qu'elle sera quand même là à 17h30 pour le séminaire. Ça devrait aller. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Alors pour introduire, j'ai essayé de finalement retrouver une citation intéressante qui est une citation de Theobald Smith, qui est, côté États-Unis, un des pères de la microbiologie et en particulier de l'analyse des causes infectieuses des maladies. Et Theobald Smith disait It is what bacteria do rather than what they are that commands attention, since our interest centers on the host rather than in the parasite. Je pense que c'est assez symptomatique en fait de la question qu'on se pose ici. C'est certes on veut identifier ces flores complexes, certes on veut analyser leur composition, leurs équilibres, mais on veut aussi s'intéresser, par l'intermédiaire en particulier de ces processus de dysbiose, à ce qu'elles peuvent causer éventuellement comme effet secondaire et comme maladie. Et au fond, c'est un peu ce retour à l'hôte qui est ce cercle vertueux, je dirais en tout cas pour ce qui concerne les études qu'on y fait, auxquelles on a déjà réfléchi plusieurs fois dans ces séminaires. Donc voilà, ça c'était un peu l'introduction. Mais surtout, quand on réfléchit au problème de lien de causalité entre un microbe, parce que là on démarre sur un microbe, ça va compliquer et compléter le dispositif un peu plus tard, on ne peut pas s'empêcher de penser à Robert Koch, à l'étiologie infectieuse des maladies. C'est la fin du XIXe siècle, c'est la grande période Koch, Pasteur, Lister, et donc à essayer de prendre en compte ce qu'ont été les postulats de Koch dans, au fond, l'analyse et la description d'un lien de causalité entre un microbe et une maladie, et de voir comment tout ça a évolué avec le temps, en fonction des évolutions scientifiques, des évolutions des maladies, des émergences en particulier, et comment éventuellement on peut essayer de recadrer ces postulats de Koch, même si l'exercice est un petit peu artificiel à certains égards, avec la nécessité d'établir un lien de causalité non plus entre un microbe pathogène et un autre, mais entre une collection de microbes pathogènes, un microbiote, éventuellement altéré bien entendu, et un autre. Et vous imaginez d'ores et déjà la complexité de tout ça. Alors, les postulats qui ont été établis par Koch sur l'origine microbienne d'une maladie, c'était donc cette notion indispensable de passage de corrélation à causalité dont on a déjà parlé. Donc il y a 4 postulats qui sont que le micro-organisme doit être retrouvé en abondance dans tous les organismes souffrant de la maladie, mais ne devrait pas être retrouvé chez les organismes sains, chez les individus sains.
Postulat numéro 1. Postulat numéro 2, le micro-organisme doit pouvoir être isolé d'un organisme malade et cultivé en culture pure. C'est beau déjà, on voit déjà les complexités ici, mais enfin, dans l'ensemble, pour l'instant, ça va bien. Le micro-organisme cultivé d'un organisme malade devrait causer la maladie chez un organisme sain. Et là, tout de suite, est un peu la difficulté, parce que bon, c'est rare quand même qu'on aille faire l'expérimentation, on parle de médecine humaine là, chez un autre homme, donc il va falloir le faire dans un modèle animal. D'où déjà un certain nombre de difficultés expérimentales. Et donc le micro-organisme retour finalement au postulat numéro 1, le micro-organisme doit être réisolé de l'hôte rendu malade par son inoculation expérimentale et identifié comme étant identique au micro-organisme initial. C'est parfait, c'est nickel, c'est germanique, c'est tout ce qu'on veut, c'est bien calé. Et c'est là-dessus, au fond, que le XXe siècle a fonctionné systématiquement dans l'analyse du rôle d'un micro-organisme identifié à l'occasion d'une maladie infectieuse classique ou d'une maladie infectieuse émergente. Et on reparlera très très rapidement du sida, qui a été une des difficultés qui ont fait qu'il a fallu faire évoluer un petit peu les postulats de corps. Alors, mis en image, ça veut dire quoi si on les reprend, ces postulats de corps? Ça veut dire qu'on a un patient à partir duquel, sur un échantillon sanguin, par exemple, mettons que ce pauvre monsieur dans son lit a une septicémie, on va l'inoculer à une souris. La souris va mourir. À partir de cette souris décédée ou très malade et des organes essentiellement touchés par le micro-organisme, on va cultiver, sur des tas de milieux, à l'époque c'était assez héroïque mais ça marchait, on va cultiver et on va trouver un micro-organisme en quantité extrêmement dominante. S'il y a des contaminants d'autre nature, on va les repiquer de façon à avoir une culture pure. Et puis on va réinoculer ça, ce micro-organisme identifié, isolé, à un animal, et on va reproduire, c'est ce troisième postulat, le décès par une maladie équivalente, les organes étant touchés de la même façon, ainsi de suite. Et puis à partir de cet animal secondairement affecté par le processus infectieux, on va réisoler le micro-organisme et on a rempli les 4 postulats de corps. Bien entendu, on fait la même manip chez des sujets sains et on va rien cultiver à partir des prélèvements et en particulier à partir, bien entendu, de cette souris qui n'aura pas été affectée puisque le micro-organisme en cause est absent. Alors on voit d'emblée, comme je disais déjà, qu'il y a 2 difficultés dans ce modèle qui s'appliquent véritablement à une quantité, enfin, un nombre non négligeable de maladies infectieuses, mais pas uniquement. Parce qu'il faut véritablement avoir un modèle infectieux qui soit à la fois existant, je dirais, chez l'animal, et en même temps pertinent, c'est-à-dire que la maladie qui est reproduite chez cet animal et qui éventuellement le tue soit relativement proche, en particulier en matière d'organes touchés, de la maladie spécifique qu'on étudie chez l'homme. Et puis, il faut bien entendu que ces micro-organismes soient cultivables, ce qui n'est pas toujours le cas, en particulier si on parle d'anaérobie très stricte et très sensible à l'oxygène, ou de micro-organismes qui sont dépendants d'un certain nombre de facteurs qu'on n'a pas nécessairement identifiés dans les milieux de culture, ou de virus, par exemple. On a parlé du virome la semaine dernière. On a vu à quel point l'absence de capacité d'obtenir une replication in vitro de certains virus pouvait être un handicap pour essayer de comprendre et d'analyser les choses. Donc ces postulats de corps, c'est une excellente base de réflexion, mais il faut bien entendu se dire qu'il y a un certain nombre de difficultés et un certain nombre éventuellement d'exceptions. Mais ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que très rapidement, parce que au fond c'était assez séduisant ces postulats, ça mettait les choses à plat et ça au fond fournissait des éléments de réflexion, d'analyse et d'expérimentation très clairs. Et donc très rapidement, un certain nombre de chercheurs ont appliqué de façon extrêmement carrée les nécessités de ces 4 postulats remplis pour qu'un micro-organisme soit considéré comme le micro-organisme étant l'agent causal de la maladie. Et là, les gens sont souvent rentrés dans les difficultés qu'on mentionnait dans la diapositive précédente, c'est-à-dire l'absence de modèle expérimental, les difficultés de croissance et ainsi de suite.
Et il est intéressant de voir qu'un contemporain de Robert Koch en Allemagne, qui s'appelait plutôt Max van Pettenkofer, qui travaillait et était professeur à l'université de Munich. C'est un chimiste de formation, mais il est très rapidement parti vers l'épidémiologie, la santé publique. Il est généralement considéré en Allemagne comme le fondateur de l'épidémiologie et de la santé publique allemande et en fait quasiment mondiale, avec quelques autres, en particulier en France et au Royaume-Uni. Donc Van Pettenkofer est un type formidable qui s'est beaucoup intéressé et qui a été probablement le précurseur de l'impact de l'environnement, par exemple, des agents toxiques sur les populations. Sauf qu'à un moment, il s'est intéressé aux microbes et ça a marché un petit peu moins bien. Donc il s'était en fait parti sur l'idée que le choléra, le bacille du choléra qui avait été découvert par Robert Koch, n'était pas en fait l'agent causal du choléra, parce que lui avait cette théorie qu'en fait ces maladies n'étaient au fond que partiellement, voire pas du tout causées par ces agents infectieux. Il n'adhérait pas encore à la théorie infectieuse des maladies et pensait plutôt que c'était un phénomène essentiellement lié aux conditions environnementales ou à la constitution de l'individu. C'est des thèmes qu'on retrouve encore très forts aujourd'hui sur les problématiques de vaccination, par exemple, de protection, savoir s'il faut véritablement s'engager dans ce type d'approche ou si un individu vivant dans un environnement sain, ayant une constitution solide, une nutrition parfaite, va au fond résister à tout. On sait bien que la vie est malheureusement, je dirais, bien plus complexe que ça. Mais à cette époque-là, ces théories étaient très prévalentes et en fait les deux mondes véritablement, le monde de l'environnement et le monde de la théorie infectieuse, s'affrontaient. Et donc, en fait, Van Pettenkofer avait cette idée que c'était un problème, ce qu'on appelait la théorie tellurique, c'est-à-dire que c'était l'eau contaminée par des agents toxiques, probablement, qui était responsable de la maladie, et pas ce vibrio. Mais comme c'était un homme courageux, il a été jusqu'au bout de sa logique et au milieu d'un cours, comme ici par exemple, il a pris un verre d'une suspension de Vibrion cholérique qu'il a dégluti devant l'assistance un peu ébahie et il n'est pas tombé malade. Du coup, quelques-uns de ses étudiants s'y sont mis aussi. Il y avait apparemment de l'influence sur ces étudiants. Donc ces étudiants se sont mis à boire aussi leur suspension de Vibrio cholérique et globalement n'ont pas été malades. Quelques-uns ont eu une petite diarrhée, mais vraiment pas grand-chose, d'où la démonstration brillante par Van Pettenkofer, à désespoir de Robert Koch, que le vibrio cholérique n'était pas l'agent causal du choléra. Alors ça, c'est un aspect de la carrière épidémiologique de Van Pettenkofer que nos collègues allemands passent un peu volontiers sous silence, sauf s'ils ont de l'humour, parce que Van Pettenkofer était vraiment un grand épidémiologiste. C'est lui qui, par exemple, avait mis en place un système de purification des eaux pour la ville de Munich. Munich a été probablement en Europe la première ville à disposer d'un système complet de purification et de distribution contrôlée des eaux à la fin du XIXe siècle. Donc ce n'était pas n'importe qui, simplement en microbiologie, il avait quelques progrès à faire. La raison est simple, on le sait maintenant, c'est que le vibrio cholérique est assez résistant à l'acidité gastrique, au pH acide de l'estomac, et qu'une personne en bon état, avec un pH acide très bas, aux alentours de 1,5, comme ça doit être le cas, va être résistante au choléra, et il faut véritablement que la personne soit en mauvais état nutritionnel. On sait maintenant qu'il y a un problème de dynamique d'acidification du contenu gastrique dans les états de malnutrition, ou de nos jours, prenant un traitement inhibiteur de pompe à protons ou anti-acide pour un ulcère ou une gastrite, ces personnes-là sont sensibles au choléra ou, à cette époque-là, les personnes gastrectomisées, par exemple. Donc, Van Pettenkofer était passé à côté de l'affaire, mais ça montrait quand même ce problème que posait, la mise en place de cette grille extrêmement stricte des postulats de Koch pour identifier le lien de causalité dans une maladie. Alors, le temps a passé, on saute quasiment un siècle où vraiment toute la médecine infectieuse qui s'est construite
s'est construite sur la base des postulats de Corr, que c'était la diphtérie, que c'était les grandes maladies infectieuses, la tuberculose bien entendu, qui disposaient d'un modèle expérimental plus ou moins satisfaisant, mais qui même permettait d'aller de A à Z dans l'établissement du lien de causalité. Puis les choses se sont un petit peu sophistiquées à partir des années 70-80, quand on a commencé à intégrer, disons, la génétique moléculaire dans l'étude des bactéries pathogènes en particulier. Et Stanley Falco, dont je vous ai déjà parlé, qui a été un des pionniers dans ce domaine, a fait une première réévaluation, je dirais, des postulats de Corr à l'aune de la génétique moléculaire de la pathogénicité et a proposé, mais c'est au fond quelque chose qui est plus un complément sur des postulats de Corr déjà caractérisés en termes de causalité. Là, c'est le lien de causalité non plus du micro-organisme, mais des facteurs de virulence caractéristiques de ce micro-organisme. C'était quand même un progrès d'essayer d'y réfléchir, et c'est sur ces bases-là, au fond, qu'on a fonctionné les uns et les autres, qui nous intéressons aux bases génétiques et moléculaires des infections. Donc, ce que Stanley avait proposé, c'était que le phénotype ou la propriété étudiée de pathogénicité ou de virulence, par exemple un élément d'adhésion essentiel à ce qu'un colibacille adhère à la muqueuse urinaire, ou une toxine essentielle à causer un phénomène diarrhéique, ou une invasine qui va permettre à un micro-organisme d'envahir les cellules endothéliales dans les vaisseaux ou les cellules épithéliales dans l'intestin ou dans l'appareil respiratoire. Donc ce gène, au fond, ce facteur de virulence devait être associé à tous les membres pathogènes d'un groupe, parce qu'on savait déjà que coli, par exemple, il y avait différents pathovars et que tous les colibacilles n'étaient pas pathogènes tout naturellement. C'était lié à l'introduction par transfert horizontal de gènes d'opérons ou d'îlots de pathogénicité. Donc ça, c'est le premier point. Donc la prévalence de ce gène ou de ces gènes de virulence dans toutes les bactéries pathogènes correspondant à cette espèce. L'inactivation spécifique était un autre élément important, bien entendu. Il fallait que la mutagénèse, en fait, la destruction, l'inactivation du gène en question, fasse que le micro-organisme perde sa virulence. Ça paraît logique. Et le troisième postulat de Corr revisité par Stanley était que le clonage de ce gène et son expression dans le mutant, ce qu'on appelle la transcomplémentation, permettait de récupérer toute ou partie du phénotype de virulence et donc bouclait les trois postulats moléculaires de Falco et Corr, si l'on peut dire, mais ça montre quand même la permanence de cette espèce de volonté de réflexion sur la causalité, cette fois-ci amenée du microbe aux gènes ou aux opérons impliqués dans la virulence. Alors, tout de même, si on revient aux postulats de Corr dans leur identité initiale, on a vu, en particulier à l'occasion des émergences infectieuses qui sont apparues dans les années 80-90, qui pouvaient se poser quelques problèmes, en particulier à partir du moment où on considérait qu'un nouveau pathogène identifié dans éventuellement une nouvelle maladie émergente devait répondre aux postulats de Corr pour pouvoir être considéré comme l'agent en cause. Alors ça paraît comme ça un petit peu intellectuel, mais ça avait des conséquences extrêmement pratiques, parce que si le micro-organisme en question ne passait pas l'épreuve des postulats de Corr, on avait tendance à le mettre un petit peu sur le côté, ce qui éventuellement fait courir le risque de prendre du retard dans l'étude de ce micro-organisme, système de diagnostic et mise en place éventuellement de méthodes de prévention. Et c'est ce qui s'est passé avec le VIH, parce que si vous soumettez le VIH au postulat de Corr, vous remplissez le premier postulat parce qu'on a identifié le virus en 1983 et qu'il était effectivement présent en gros chez tous les individus présentant la maladie, même s'il l'était aussi chez les individus avant que la maladie ne se déclenche véritablement, ce qui posait déjà problème à certains. Deuxièmement, on avait les outils diagnostiques, on pouvait l'identifier de façon correcte, mais ça s'arrêtait là parce que, manifestement, vu le caractère de la maladie, il était peu probable qu'elle allait être transmise expérimentalement à un humain, et deux,
on n'a pas encore jusqu'à présent un modèle animal qui permette expérimentalement, injectant le VIH, de développer le sida. Et on a fait toutes les souris transgéniques possibles et imaginables jusqu'à présent en leur faisant, au fond, en y intégrant des gènes qui sont des récepteurs, en particulier pour le VIH, rien n'y a fait. Donc il y a eu une espèce finalement, dans cette volonté peut-être à la fois de remettre en cause, parce qu'il est de bon ton parfois de remettre les réalités scientifiques en cause, mais surtout cette, au fond, utilisation extrêmement stricte des paramètres des postulats de corps a fait que des scientifiques éminents, un grand virologue comme Duesberg en Californie, disait que le VIH n'était pas la cause du sida, qu'en fait la cause du sida c'était essentiellement des individus qui prenaient des drogues, des toxicomanes et autres éléments de malnutrition ou d'autres facteurs non contagieux. Donc il y avait une vraie remise en cause par, au fond, la prise en compte trop stricte de ces postulats de corps qui permettaient très vite de dériver et, au fond, de délirer un petit peu. Parce qu'on voyait très bien, vu dès qu'on a commencé à voir des patients atteints de sida dans les hôpitaux parisiens, qu'on avait des personnes qui ne répondaient pas du tout à ces critères de toxicomanie ou de vie agitée, disons, et autres. Des couples tout à fait stables qui, malheureusement, avaient, à l'occasion d'un accident, le mari ou la femme s'était contaminé et transférait le virus quasi expérimentalement à son conjoint ou à sa conjointe. Mais ça, quand on n'a pas envie de voir les réalités, on ne les voit pas. Et Duesberg a été très, très vocal. Et ces théories anti-VIH ont été reprises par exemple, le président Mbeki en Afrique du Sud, qui a, au fond, interdit pendant plusieurs années la mise sur le marché et l'utilisation, en tout cas dans les hôpitaux publics, de drogues anti-VIH, parce qu'il partait du principe que s'il y avait virus, de toute façon, ce n'était pas la cause de la maladie et que donc il n'y avait pas lieu de traiter les patients, ce qui fait que la prévalence du sida en Afrique du Sud, ou en tout cas de l'infection VIH en Afrique du Sud, reste aussi élevée à l'heure actuelle. Donc on voit quand même que partant d'analyses un petit peu trop strictes des postulats de corps, on peut quand même faire des bêtises. Et la même question s'est posée et se pose encore avec un certain nombre de virus dits oncogènes, par exemple les papillomavirus dont on a parlé la semaine dernière, ou un certain nombre de rétrovirus dont il est difficile de démontrer la pathogénicité, en particulier l'oncogénicité, parce que les modèles disponibles ne sont pas adaptés et qu'on ne va bien entendu pas expérimentalement inoculer un virus de cette nature à un individu. Donc il y a encore un petit peu de flou qui faisait bien sentir au fond qu'il fallait changer un petit peu de façon de voir les choses et peut-être revisiter, si on peut dire, les postulats de corps. Alors, pour simplifier, il y a eu deux façons de s'en sortir. Il y a eu ce que j'appelle la version héroïque, à la von Pettenkofer, c'est-à-dire des individus, des scientifiques, qui se sont auto-inoculés ces micro-organismes de manière à voir courageusement s'ils développaient la maladie. Et l'exemple, bien entendu, le plus connu, en tout cas peut-être certains d'entre vous le connaissent, parce que j'ai intitulé mon Nobel pour une gastrite, c'est Barry Marshall, co-prix Nobel avec Robin Warren pour la découverte de l'étiologie bactérienne, en fait, Helicobacter pylori, des gastrites et des ulcères. Seulement, quand le premier papier est sorti, qui a été publié, je crois que c'était dans le Lancet, le premier, en 1989, j'ai un doute, là, de 85 ou 89, si ça se trouve c'est sur la diapositive, mais c'est pas grave. Le premier papier montrait la corrélation, c'est-à-dire qu'on retrouvait systématiquement Helicobacter pylori dans la muqueuse gastrique de personnes souffrant de gastrite, d'ulcères duodénal ou gastrique, mais pas chez les individus sains. Donc le lien de causalité n'était pas véritablement établi, et à l'époque, et encore le cas maintenant, Helicobacter pylori, les modèles animaux sont pas top, et en particulier chez la souris, c'est très très variable en fonction des souches. Donc il n'y avait pas véritablement les postulats de corps remplis.
Et donc Barry Marshall a décidé de les remplir tout seul comme un grand. Il a avalé une suspension d'Helicobacter pylori. Dans les jours qui ont suivi, sa maman lui a expliqué qu'il sentait vraiment très très mauvais, son haleine était assez désagréable. Et puis, dans les jours qui ont suivi, il a développé sa gastrite, il s'est fait faire une fibroscopie, prélevé. La fibroscopie a montré la gastrite et les prélèvements ont montré que Helicobacter pylori s'était implanté. Donc Barry Marshall a rempli de lui-même, héroïquement, les postulats de Corr, et c'est peut-être pour ça qu'il a eu le prix Nobel, parce que sinon on aurait pu continuer à argumenter sur le fait que c'était une corrélation, mais pas véritablement un lien de causalité. Alors encore une fois, ce qui vaut pour Helicobacter pylori vaut quand même un petit peu moins pour VIH, et donc on peut comprendre un petit peu la confusion. En fait, dans les années 90, on a commencé à réfléchir à d'autres approches, ou de revisiter encore une fois, si je puis dire, les postulats de Corr, en essayant de les adapter à la science du moment. Et en fait, la science du moment, c'était d'abord le développement très rapide, on en a déjà parlé, du diagnostic moléculaire, et donc de pouvoir éviter la nécessité d'avoir à cultiver un micro-organisme, simplement l'identifier par sa signature en matière de séquence d'ARN ou d'ADN selon le type de micro-organisme dont on parle, et puis le développement progressif de cohortes humaines chez lesquelles on pouvait étudier un certain nombre de maladies, et donc la possibilité au fond d'introduire des études cliniques, non pas des études de challenge comme on dit maintenant, c'est-à-dire d'infecter un individu avec un micro-organisme de façon expérimentale, mais simplement de regarder l'évolution de la maladie en présence d'un traitement, de regarder la corrélation avec une récidive par exemple, et la remontée des titres d'anticorps ou bien entendu de génome de micro-organismes en question. Donc tout ça a commencé à devenir un petit peu différent, et au fond on a un petit peu relâché, je dirais, le côté extrêmement strict des postulats de Corr tels qu'ils avaient été dictés. Et un de ceux qui a probablement été le plus entreprenant, je dirais, là-dedans, et un garçon qui est vraiment très très brillant, qui s'appelle David Relman, a proposé donc ces postulats de Corr revisités pour le XXIe siècle, au fond à l'aune des techniques de diagnostic moléculaire. Et donc, ce qui était proposé, qui n'était pas fantasme comme ça, qui était personnel à David, c'est basé sur beaucoup de discussions qu'on avait pu avoir d'ailleurs les uns et les autres sur le sujet, parce que c'est toujours été intéressant de réévaluer ce lien de causalité. Donc, le premier postulat, c'est qu'une séquence d'acides nucléiques appartenant à un possible pathogène est présente dans la plupart, sinon si possible tous les cas d'une maladie infectieuse, et les séquences sont retrouvées préférentiellement, ou en tout cas à titre très élevé, dans les organes qui sont les cibles principales de la maladie. Ça a du sens. C'est le premier postulat de Corr, on y est simplement, on fait un diagnostic moléculaire, et on a même déjà un petit aspect quantitatif en plus. Beaucoup moins, bien entendu, ou pas du tout, de copies de la séquence détectée dans un hôte non infecté, non malade, ou dans un organe non infecté chez un patient malade. Plus il y a de paramètres qui viennent remplir ces cases, mieux ça vaut pour arriver à un index de causalité relativement élevé. Avec la régression de la maladie, bien entendu, on s'attend à ce que le nombre de copies de séquences doit considérablement diminuer, voire s'annuler, et inversement, en cas de récidive, on s'attend à voir ces séquences remonter en densité et, encore une fois, si possible, dans les organes concernés. La nature du micro-organisme tel qu'il est identifié de façon moléculaire doit, alors après ça laisse beaucoup de marge de manœuvre, à répondre plus ou moins logiquement à ce qu'on attend concernant la maladie en question. Et ça, c'est laissé un petit peu à l'interprétation des auteurs. Et puis, le dernier point, c'est quand même d'aller un petit peu plus loin qu'à l'échelle globale de l'organe, de l'individu ou de l'organe, c'est-à-dire d'essayer véritablement d'avoir une approche qui commence à être une approche expérimentale, c'est-à-dire de montrer que ce micro-organisme est présent non plus à l'échelon global tissulaire, mais à l'échelon des cellules, qu'il est éventuellement intracellulaire dans les cellules concernées, quand il s'agit d'un virus, par exemple.
Donc toute une suite d'éléments qui, au fond, multiplié par le nombre d'individus malades versus le nombre d'individus contrôle, va permettre d'approcher un lien de causalité qui n'est peut-être pas aussi rigoureux que les postulats de Corr, mais qui permet éventuellement quand même d'éliminer les dérives à la Duesberg dont on a parlé tout à l'heure pour l'étiologie du VIH. Donc une façon quelque part de relâcher un tout petit peu les choses pour permettre à une hypothèse de vivre et de ne pas être tuée dans l'œuf quasiment par une application trop stricte des postulats de Corr. Et donc ça, c'est quelque chose qui était au fond notre façon de voir et de réfléchir sur la causalité dans les maladies infectieuses jusqu'à ce que survienne cet nouvel épisode qui remet un petit peu les choses en cause, ou en tout cas qui leur donne un degré de complexité un petit peu inattendu, qui est cette vision élargie en fait de l'interface hôte-microbe à l'homéostasie et dans la maladie, qui est la notion d'interaction microbiote, donc population microbienne complexe et hôte. Et clairement, le séquençage de nouvelle génération, on l'a déjà dit, la bioinformatique qui se sont développées ces 15 dernières années, disons, en tout cas à un point tel qu'on peut maintenant réaliser de la métagénomique, font que ces questions peuvent maintenant être posées et qu'on peut commencer à comparer une flore, disons, normale à une flore dysbiotique et se poser honnêtement la question de savoir si cette dysbiose est pathogène ou non pathogène dans la condition où elle a été montrée associée statistiquement à une maladie donnée, obésité, maladie inflammatoire de l'intestin, cancer, ce que vous voulez, on en reparlera. Donc c'est un vrai changement de paradigme quand vous réfléchissez, parce qu'on passe d'une interaction, au fond, un microbe, une cellule, un tissu, un organe, à une interaction, une famille de microbes extrêmement complexe, qui peut être très nombreuse, très riche, et un tissu. Et là, entre les deux, se pose la question donc, du lien de causalité dans la santé, dans l'homéostasie, ou inversement dans la maladie. Et donc se pose bien entendu d'emblée cette notion au fond, qui se résumerait à ce qu'on pourrait appeler un microbe pathogène. Là, on est dans une population microbienne pathogène et donc on va appeler ça une dysbiose. Et donc la question est de savoir si cette dysbiose, si ce déséquilibre est directement en rapport, en cause dans une maladie qu'on étudie, ou s'il l'est éventuellement indirectement de par la dégradation de ce microbiote, de la perte de ce qu'on appelle la résistance à la colonisation, on en a parlé au premier cours, va se développer ou vont se développer ce qu'on appelle des pathobiotes, c'est-à-dire des microbes qui sont dans une zone grise entre commensaux et pathogènes, mais qui, à l'occasion de cette perte de colonisation, de résistance à la colonisation par la dégradation du microbiote, vont prendre le dessus et éventuellement être des éléments moteurs dans la maladie. Donc, vous voyez un peu les deux choses. Donc, la problématique, elle est à deux niveaux. Elle est, peut-on véritablement caractériser cette dysbiose? Est-ce qu'on dispose ou est-ce qu'on disposera de signatures qui permettront de dire cette flore est potentiellement pathogène ou non? Et deuxièmement, comment peut-on, à l'échelle dont je viens de parler et en regard de l'historique que je viens de faire des postulats de Corr, comment peut-on véritablement arriver à établir un lien de causalité? Et ça, c'est quelque chose qui est à l'heure actuelle extrêmement important. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des circonstances, des conditions dans lesquelles on considère que les flores, les microbiotes, en particulier le microbiote intestinal, qui est quand même de loin le plus important, qualitativement et quantitativement, influencent la santé par tous leurs effets qu'on a déjà mentionnés, les effets de barrière contre les pathogènes, de maturation du système immunitaire local systémique, de régénération épithéliale, d'angiogénèse, de signaux neurologiques. On a parlé aussi de ces éléments sur les développements, les phases précoces du développement du système nerveux chez le nouveau-né, des fonctions endocrines intestinales, la densité osseuse, la bioénergétique, les vitamines, le métabolisme, tout ça, c'est des éléments dont on sait maintenant qu'ils sont clairement en relation avec le microbiote et qu'un microbiote sain,
reste à définir ce que peut être un microbiote sain, est quelque chose probablement d'essentiel. La question, c'est qu'à partir du moment où on a défini un certain nombre de maladies, là on va sur la partie droite de la diapositive, dans le domaine de la gastroentérologie, des maladies inflammatoires de l'intestin, d'études des cancers du côlon, des maladies métaboliques, l'obésité, le diabète, des troubles neuropsychiatriques, de l'atopie, l'asthme. Il y a toute une liste de maladies qui semblent, en tout cas en termes de corrélation, s'associer à des aspects d'anormalie du microbiote. Comment peut-on, au fond, passer par l'intermédiaire de la connaissance de cette dysbiose du lien de corrélation au lien de causalité? Alors c'est compliqué parce que la constitution de ces flores microbiennes, elle est loin d'être univoque. Il y a bien sûr la logique de la flore microbienne elle-même. On a parlé de tous ces éléments de lutte un petit peu égoïste de chacun des micro-organismes pour sa propre survie qui va, par confrontation globale, assurer la stabilité de ce microbiote sur la base de la compétition pour des nutriments, par exemple. Mais il y a d'autres paramètres qui sont d'ailleurs plus ou moins liés à ce facteur, qui sont l'alimentation. La nature de l'alimentation va considérablement modifier, et d'ailleurs on pense généralement que c'est le paramètre principal, c'est pour ça que c'est la plus grosse bulle sur le schéma, de la diversité et de la composition, de l'équilibre des flores. Il y a bien entendu la génétique de l'hôte, qui est sans doute importante, peut-être moins qu'on a bien voulu le dire au début, mais néanmoins c'est un des paramètres. Il y a des interventions médicales, les antibiotiques étant une caricature d'intervention qui va altérer en fait, les flores et créer une dysbiose, même si elle reste généralement relativement transitoire. Et puis des maladies X, Y, Z, tout ça va converger pour, au fond, forger et maintenir ou déstabiliser une flore, en particulier intestinale, établie. Alors, on sait, bien entendu, que les flores peuvent directement transmettre une pathologie. Et le plus joli travail, vous en avez déjà entendu parler, on en a déjà parlé, c'est cet article de Peter Turnbow dans le groupe de Jeff Gordon à Washington University à Saint-Louis, qui est paru dans Nature en 2006, qui a montré en fait qu'en partant de souris obèses, mutation dans le gène de la leptine, prenant la flore intestinale de ces souris, transplantée à des souris de poids normal, minces, ces souris devenaient obèses. Donc on avait là l'évidence que la flore intestinale en elle-même suffisait à conférer l'obésité. Et très rapidement, l'hypothèse a été que, au fond, l'obésité s'accompagnant ou étant liée à l'excès alimentaire chez les individus, les souris obèses ici, faisait que les flores intestinales se modifiaient dans leur équilibre en faveur de micro-organismes qui étaient capables d'assurer un métabolisme plus actif de ces éléments de l'alimentation, en particulier de tout ce qui est des aliments, des hydrates de carbone, des sucres complexes d'origine végétale à dégrader. Et ça, ce qu'on appelle les firmicutes, le font très bien. Des bactéries qui sont en règle générale des bactéries anaérobies qui fermentent et qui vont au fond processer ces sucres complexes pour les transformer en molécules plus petites et à terme, à la suite de la fermentation, en acides gras à chaîne légère comme le butyrate, l'acétate, propionate et autres molécules de cette nature qui ont des propriétés caloriques, énergétiques extrêmement élevées et qui vont donc par excès dans le tube digestif, diffuser, être consommés et donner lieu à l'obésité. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a des paramètres inflammatoires, on ne va pas revenir là-dessus parce que de toute manière les marqueurs ne sont pas nécessairement très clairs, mais ça je dirais que c'est un petit peu le point de départ, mais on reste dans le domaine de la souris et il fallait bien entendu aller plus loin. Aller plus loin, entre autres, je ne vais pas vous parler de microbiote, trop et obésité parce que c'est vraiment ce que Karine va vous développer dans son séminaire. Mais tout de même, il y a quelque chose qui est très important dans toutes ces histoires de microbiote, c'est qu'il semble que les 2 premières années de la vie,
c'est-à-dire la période de constitution du microbiote, soit un élément, on en reparlera la semaine prochaine, très très important, où le microbiote est très vulnérable, mais l'enfant aussi, qui est en pleine phase de développement, est très vulnérable, encore plus vulnérable à ces modifications du microbiote. Et ça a été montré en particulier, je prends un exemple qui est quasiment caricatural, par le groupe de Martin Blaser à New York il y a quelques années maintenant, 2012 le papier je pense, ou non 2014, donc oui, ça reste encore relativement récent. Le papier de Laura Cox qui montrait que des enfants, c'était une étude épidémiologique, qui montrait que des enfants qui dans les premiers mois de la vie avaient subi des traitements antibiotiques extrêmement lourds, avaient 22% de chance, ou de risque plutôt, de développer une obésité dans l'enfance plus tardive que les enfants qui n'avaient pas reçu d'antibiotiques. Donc l'idée que la délétion d'un certain nombre de micro-organismes de la flore intestinale amenait un déséquilibre et un enrichissement probablement en certains micro-organismes qui avaient cette capacité de ce qu'on appelle en anglais energy harvesting, c'est-à-dire de récolter plus d'énergie de l'alimentation que d'autres populations microbiennes. Et ça, pour parler en tout cas de se rapprocher du lien de causalité, ça a été fait dans un modèle murin qui est mentionné en dessous, qui est un modèle où les auteurs ont traité des souris nouveau-nées pendant plusieurs semaines, 7 semaines je crois par une association de pénicilline et de vancomycine ou de chlortétracycline, et ces animaux, en grandissant, en vieillissant, sont dans ce qui serait un peu l'équivalent de l'adolescence si on se reporte sur l'échelle d'âge de la souris, devenaient obèses ou en tout cas montraient une augmentation, un enrichissement très important de leur panicule graisseux, chose qui n'existait pas chez les animaux qui n'avaient pas reçu d'antibiotiques, ce régime antibiotique dans les premières semaines de la vie. Et cette obésité chez l'animal, en fait, qui se mettait en place, s'accompagnait de phénomènes classiques dans l'obésité, éventuellement dans le prédiabète, c'est-à-dire d'une résistance à l'insuline, ou en tout cas d'un certain degré de résistance à l'insuline, et puis d'augmentation d'expression d'un certain nombre d'hormones qui sont importantes dans le métabolisme lipidique et en particulier dans le stockage des réserves de lipides. Donc tout doucement, à partir d'études cliniques, on commençait à voir émerger des expériences qui permettaient éventuellement de revenir un petit peu à quelque chose qui ressemble au postulat de corps. Puis dans les maladies inflammatoires de l'intestin, on s'est aussi retrouvé en prise avec très rapidement cette nécessité de savoir si des inflammations chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou comme la rectocolite hémorragique, étaient liées à la génétique, et ça, il y a des chances puisqu'on a trouvé des mutations, en particulier dans le gène NOT2, qui sont caractéristiques des formes familiales à début précoce de la maladie de Crohn, par exemple. Il y a aussi des éléments environnementaux. On sait que le tabac joue un rôle, l'alimentation joue un rôle, les excès lipidiques, les régimes trop riches en graisse facilitent ce type d'inflammation. Mais le régime très riche en graisse, on sait maintenant que c'est un élément essentiel de la mise en place de ces états d'inflammation chronique de bas niveau sur les muqueuses, en particulier intestinales. Mais la question, c'était au fond, quel peut être le rôle d'une dysbiose, car on a vu très rapidement qu'il existait des signatures intéressantes, c'est-à-dire une diminution de bactéries qu'on commençait à connaître comme étant des bactéries plutôt de type anti-inflammatoire. C'est le cas par exemple de Faecalibacterium prosnitzi ou prosnitzii, qui a été en particulier montré par Joël Doré à l'INRA comme étant un microbe anti-inflammatoire qui disparaît quasiment systématiquement dans les pathologies comme les pathologies inflammatoires de l'intestin ou dans le cancer du côlon. Et puis l'émergence un peu en remplacement de micro-organismes qui sont plutôt agressifs, capables de résister dans des situations inflammatoires, et c'est le cas en particulier des protéobactéries et tout particulièrement des Escherichia coli et de certaines variétés, dont une, ces souches d'Escherichia coli invasifs et très adhésifs et invasifs avaient été démontrées il y a quelques années par Arlette Darfeuille à Clermont-Ferrand comme étant épidémiologiquement clairement associées
à la survenue des maladies de Crohn. Donc, des anomalies de microbiote et des signatures très claires en matière de baisse des microbes anti-inflammatoires et d'augmentation des microbes pro-inflammatoires qui pourraient commencer à représenter un argument très fort pour imaginer que, sinon être le primum movens, c'est-à-dire la cause de la maladie, ces dysbioses pourraient être au moins des éléments d'entretien de la maladie par leur capacité pro-inflammatoire. Donc, on en arrive à partir de ces quelques exemples, et quand on commence à essayer de rentrer dans les détails, à cette question de c'est quoi, au fond, si on veut être vulgaire, c'est quoi une dysbiose? Donc c'est souvent, dans l'état actuel des choses, considéré comme en fait une réduction de diversité, une réduction dans les taxa qui composent ce microbiote, celui que vous étudiez, en particulier le microbiote intestinal, dans ce qu'on vient de discuter, et où, si on est sur un versant métagénomique et non plus métataxonomique, je ne reviens pas sur les définitions de tout ça, un appauvrissement en gènes, en capacité métabolique, en capacité fonctionnelle de ces microbiotes, ou bien inversement, ou en association à l'augmentation de représentation, ou à la surreprésentation, ce qu'on a appelé des pathobiotes, c'est-à-dire des micro-organismes qui, incontrôlés, vont donner lieu éventuellement à des pathologies, comme dans d'autres circonstances, sur une flore normale, le ferait un pathogène. Ce qu'on associe de plus en plus, et ça c'est des discussions qu'on a régulièrement dans les réunions quand il s'agit de proposer un peu des perspectives et où les financements devraient de préférence aller, à non pas substituer mais au moins ajouter à cette finalement définition microbiologique et génomique une définition métabolique. Et on utilise de plus en plus les paramètres de métabolomique dans la définition d'une dysbiose. Par exemple, une dysbiose très pauvre en acides gras à chaîne légère est une situation qui est probablement une situation défavorable. On a parlé butyrate, propionate et ainsi de suite, parce que les cellules du côlon, les cellules de l'intestin se nourrissent de ces acides gras à chaîne légère. Donc en l'absence de ces substrats, de ces nutriments, l'organe intestinal va être en stress alimentaire et donc va dysfonctionner. Et ça peut être le début de situations, bien entendu, d'inflammation, puisque quand il y a stress nutritionnel, il y a stress du Golgi, et il y a immédiatement un programme pro-inflammatoire, voire un programme de mort cellulaire qui se met en place. Ou alors on peut avoir trop de ces acides gras à chaîne légère, on en a déjà parlé, et ça va être au fond une production calorique en excès et son impact sur l'obésité et éventuellement à terme le diabète de type 2. Donc cette approche métabolomique qui va prendre en charge non seulement les molécules dont je viens de parler, mais d'autres, par exemple les sels biliaires, les acides biliaires sont très très importants dans l'économie générale du système intestinal. Des modifications peuvent donner lieu à des signatures qui peuvent orienter vers une pathologie ou vers une autre. Ceci dit, c'est difficile de définir des dysbioses parce que toute dysbiose, c'est-à-dire toute altération de l'équilibre microbien tel qu'on l'a défini précédemment, n'est pas nécessairement pathogène. Si vous regardez ça avec un tout petit peu de distance et sous un angle écologique, au fond, c'est un état alternatif dans un écosystème. Et tous les états alternatifs dans les écosystèmes ne sont pas nécessairement des conditions d'altération de cet écosystème. Parfois, ça peut même être un enrichissement et une augmentation de sa stabilité. Donc, il y a un raisonnement critique à avoir. Tout ce qui est dysbiose n'est pas pathologie. On a une grande variation interindividuelle et même individuelle. Donc les paramètres sont encore très très difficiles. Je vous ai montré ce schéma avec l'alimentation, la génétique, les traitements, la maladie. Donc tout ça, ça génère une énorme diversité et une difficulté à interpréter cette diversité dans sa signification parce qu'au fond, la plupart des études, en particulier chez l'homme, reposent sur des études de métataxonomique. C'est-à-dire qu'on identifie les grands taxa, les grands phyla microbiens, les OTU, éventuellement on va au niveau du genre, mais on n'identifie pas le pool génique et donc les capacités métaboliques, fonctionnelles réelles de cette population microbienne. Donc en réalité, on peut imaginer que l'absence
d'un microbe, qui pourrait être considéré comme une signature, est en fait compensé par la présence d'un autre dont on n'a pas véritablement noté la capacité de fonction alternative. Donc il y a de plus en plus des efforts et des algorithmes qui essayent, sur la base de ce qu'on sait du génome des micro-organismes identifiés par le CESES, d'essayer de reconstruire une espèce de réseau métabolique virtuel, in silico, mais c'est bien entendu pas aussi précis que ne peut l'être, à la fois qualitativement et quantitativement, l'analyse métagénomique, c'est-à-dire de l'ensemble des gènes microbiens qui participent à cette collection de microbes. Donc il y a encore des progrès à faire, en sachant que l'analyse métagénomique est à la fois complexe, parce qu'elle nécessite, le séquençage, ce n'est pas tellement le problème, c'est le problème de l'analyse des données, et dans les études cliniques où il faut énormément d'échantillons, parce que parfois les éléments de variation ne sont pas si importants que ça, ça représente un travail, et ce type de travail a un coût, et les financements dont on dispose au jour le jour dans notre beau pays ne sont pas toujours à la hauteur. Donc voilà, ça ne peut se faire que sur des grands consortiums internationaux, en particulier des consortiums européens ou des consortiums en association avec l'Amérique du Nord. Et puis il y a un élément qui n'est pas nécessairement pris en compte dans ces analyses globales, parce que généralement ce qu'on fait, c'est qu'on prend les fesses et on les analyse. Mais les fesses, au fond, je suis désolé de parler de ça, mais c'est une réalité à partir du moment où c'est la matière dont on discute là. C'est quelque chose qui coule dans la lumière intestinale et qui est éliminé, mais ça ne prend pas nécessairement en compte ce qu'il y a à la périphérie, qui sont des microbes associés au mucus ou associés à l'épithélium, qui sont, eux, à la limite, encore plus susceptibles d'être coupables d'altération, vu leur proximité avec la muqueuse intestinale. Et ce que j'appelle, au fond, la dimension 3D, la troisième dimension du microbiote, qui peut rentrer dans la définition d'une dysbiose. Et on voit de plus en plus donc, se compléter ce tableau de description des dysbioses avec l'expansion de pathobiotes, on en a parlé, avec la réduction de la diversité, on en a parlé, avec une perte de microbes bénéfiques, on a parlé de la perte des microbes anti-inflammatoires par exemple, mais ça ne résout les choses qu'à une échelle globale et pas à cette échelle de proximité dans cette troisième dimension dont j'ai parlé. Donc il y a plus en plus de travaux et dès que nous on avait commencé à travailler là-dessus, on avait insisté là-dessus dans mesure où venant de la pathologie, on se disait qu'au fond il y avait sûrement quand même un rôle très important des interactions de proximité microbes épithélium intestinal par exemple, par rapport à ce que pouvaient fournir au fond les changements à l'échelle globale de la population microbienne. Donc on voit de plus en plus des travaux qui se développent sur justement cette notion de proximité et sur le fait que certains micro-organismes sont plus représentés au cours de certaines pathologies en association au mucus, c'est-à-dire une grande proximité avec la muqueuse. Au fond, on élimine les fesses, le contenu intestinal, et puis ensuite on gratte la surface sur une biopsie ou sur une pièce chirurgicale. Expérimentalement, chez l'animal, c'est bien sûr plus simple. Et on étudie très particulièrement cette zone qui est effectivement, dans certains états pathologiques, assez riche en micro-organismes dont on sait que ce sont des micro-organismes potentiellement pro-inflammatoires, comme les fusobacterium, par exemple, qui sont des bactéries de la flore oropharyngée, qui ont des hémolysines, des protéases, qui vont en fait avoir un rôle direct d'impact sur la muqueuse et pouvoir causer des situations d'inflammation chronique, donc des lésions de l'ADN, donc éventuellement des tumeurs ou simplement des maladies inflammatoires ou participer aux maladies inflammatoires. Et on trouve de plus en plus de ces bactéries, pas nécessairement dans les fesses, mais associées à la muqueuse. Et je pourrais vous en donner d'autres exemples. Et un exemple très joli que je reprends toujours, qui est ce travail de Zwierzyński, qui est un gastro-entérologue allemand, ça date de 2002, mais ça n'a pas pris une ride. Ce qu'ils avaient fait, c'était de comparer la muqueuse intestinale de sujets présentant une maladie de Crohn ou de sujets témoins, contrôle, sains. Donc ça, c'est des biopsies intestinales. Et ce qu'ils avaient fait sur ce travail, c'est d'utiliser du FISH, c'est-à-dire de l'hybridation sur les ARN spécifiques d'un gène d'Escherichia coli. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur la muqueuse, ici en rouge, d'un individu sain, on voit très très peu de colibacilles et en fait très très peu de protéobactéries
associées à la muqueuse. Alors, c'est des méthodes qui ne sont pas extrêmement sensibles, c'est des méthodes qui nécessitent que les micro-organismes soient en pleine forme, donc on peut imaginer qu'on en perd un petit peu, mais ça n'a rien à voir avec la situation à droite, qui est la situation d'une maladie de Crohn, où vous voyez qu'il y a comme une espèce de gang de colibacilles qui adhèrent à la surface de la muqueuse, ou qui en tout cas vivent très très proches, engainés dans la couche de mucus. Et ça, on peut imaginer que ces micro-organismes qui ont des endotoxines extrêmement agonistes, de TLR4 par exemple, qui ont des capacités de résistance au stress oxydatif, sont susceptibles de produire ce cercle vicieux qui va continuer à engager le processus et à faire se poursuivre le processus inflammatoire. Donc c'est ça que j'appelle l'approche tridimensionnelle. Et celle-là, on risque pas mal de la rater, si je puis dire, lorsque on veut identifier les dysbioses uniquement sur la base des fesses. Et il y a de plus en plus de méthodes micro-invasives qui se développent pour essayer d'aller voir ces aspects, parce que c'est tout aussi valable sur la peau ou dans l'appareil respiratoire ou l'appareil urinaire, par exemple. Alors, l'autre élément important, on rentre là un petit peu dans cette révision des postulats de corps dont on a parlé, c'est des études cliniques. On a des patients et des contrôles, bien entendu, on a des maladies et on a des microbiotes, et en particulier des signatures de dysbiose, de déséquilibre du microbiote, en particulier intestinal de ces personnes. Qu'est-ce qu'on en fait ? Je vous mets au pied du mur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans l'établissement de ce lien de causalité et essayer de revenir un petit peu, encore une fois, sur les postulats de corps. Au fond, on a deux façons de procéder. La première, c'est de prendre les fesses de ces individus, si le sujet d'intérêt est le microbiote intestinal, et d'essayer d'adapter un modèle expérimental tel qu'on l'a vu dans les premiers postulats de corps et voir si on peut restituer l'effet attendu de cette dysbiose chez un animal. Si vous avez une pathologie inflammatoire de l'intestin, est-ce que cette flore étant transmise à la souris va développer une inflammation de l'intestin. Si vous avez ça, c'est bingo. Si vous ne l'avez pas, ça veut dire que le modèle expérimental ne vaut rien, donc vous n'avez pas nécessairement la réponse. Alors on est dans cette situation-là, et c'est le premier aspect que je voulais prendre en considération sur cette notion d'établissement du lien de causalité, c'est-à-dire, dans un certain nombre de maladies, ce qu'ont fait les auteurs, ce qu'on fait nous-mêmes, c'est de prendre les fesses ou l'échantillon microbien d'intérêt et de l'administrer dans le même site anatomique. Si c'est un microbe de l'intestin, on l'administre par gavage à la souris, mais à une souris sans germe, une souris axénique, qu'on va au fond coloniser avec une flore humaine, contrôle et dysbiotique en l'occurrence, puisque c'est ça qu'on cherche. Et il y a plusieurs études qui montrent de façon relativement convaincante que le transfert de flore humaine dans des situations pathologiques chez la souris axénique va faire que cette souris va montrer des symptômes proches ou assez proches de la pathologie humaine. Ça a été le cas pour des maladies métaboliques, pour l'obésité, la résistance à l'insuline, le diabète de type 2, et Karine Clément en particulier a participé à ce type d'études. Ça a été aussi le fait, par exemple, d'études sur les pathologies métaboliques du troisième trimestre de grossesse, où le transfert de flore du premier trimestre ou de troisième trimestre à des souris axéniques a montré que les flores du troisième trimestre avaient une capacité pro-inflammatoire et obésogène, entre guillemets, plus importante. Donc on peut commencer à développer un modèle expérimental, mais on est déjà là sur un lien de causalité. L'athérosclérose, ça a été montré, l'aggravation de l'athérosclérose dans des modèles murins, et l'asthme, qui est un des, je dirais, des succès dans la démonstration expérimentale. Je vais y revenir d'ailleurs très rapidement. Donc il y a moyen de commencer à avancer dans la notion de causalité à partir de modèles expérimentaux, en particulier chez la souris axénique. Et puis l'autre méthodologie, en fait, c'est de continuer dans ces études cliniques chez l'homme, c'est-à-dire de faire une étude homme-homme, et encore une fois, non pas bien entendu de faire des transplantations de flore dont on imagine qu'elles sont pathologiques,
mais de faire des interventions médicales, en particulier des traitements antibiotiques ou autres approches, ou des traitements par des probiotiques qui vont permettre de restaurer la flore et de montrer que dans ces conditions-là, tout ou partie de la maladie qu'on rapporte à cette dysbiose va être améliorée. Donc vous voyez les deux façons de procéder, une qui est plutôt expérimentale, animale, passant par l'animal, et une qui est plutôt, on continue, chez l'homme. Donc, chez la souris axénique, donc on a vu, je vous ai déjà mentionné, les façons de procéder, donc de gaver ces animaux. Et dans ce travail qui avait été publié dans Science Translational Medicine en 2015, les auteurs avaient montré effectivement qu'une flore d'individus obèses, lorsqu'elle était administrée, c'était un peu le coup des souris obèses de Jeff Gordon, mais maintenant on est dans une flore humaine qui est administrée à des souris axéniques. Ces souris axéniques développaient toutes les marques d'un accroissement de l'activité métabolique, de energy harvesting, une augmentation de la masse graisseuse et une augmentation, encore une fois, des métabolites dans les selles associés en règle générale, les acides gras à chaîne légère, à cette situation d'obésité. Donc ce type d'approche expérimentale, il a été réalisé par les différents groupes que j'ai mentionnés ici. Et donc, pour l'obésité, par exemple, ça a été fait de façon extrêmement rigoureuse par ce groupe qui a pris en fait des couples de jumeaux homozygotes. On n'avait pas beaucoup, hein, je crois qu'il y en a 14 dans l'ensemble du travail. L'un étant obèse et l'autre étant de poids normal, et ont transféré ces microbiotes, donc ils avaient le contrôle parfait avec le jumeau homozygote non obèse, à des souris, et montré effectivement que les souris qui recevaient la flore OB devenaient obèses et les souris qui recevaient la flore de l'individu normal ne l'étaient plus. Donc on éliminait là en gros les paramètres génétiques de l'individu, des jumeaux homozygotes, vivant sous le même toit, donc les paramètres environnementaux étaient relativement maîtrisés et on pouvait raisonnablement penser que les différences étaient liées essentiellement à la différence dans le microbiote. Donc, même type d'expériences ont été faites, encore une fois, pour démontrer que la flore du troisième trimestre de la grossesse, avec ses capacités particulières en matière de collection d'énergie et de capacités pro-inflammatoires, d'autant plus que la mère avait un BMI élevé, c'est-à-dire une condition métabolique relativement déjà altérée. Et puis ce très joli travail sur lequel je reviendrai la semaine prochaine parce qu'on parlera du développement de l'enfant et de la malnutrition, du groupe de Jeff Gordon qui ont pris des enfants malnutris, mais en malnutrition aiguë au Malawi pour l'essentiel, et qui ont montré que, effectivement, lorsqu'ils transmettaient ces flores d'enfants malnutris sévères par rapport à des enfants normonutris, c'était des kwashiorkor, c'était des formes très très graves de malnutrition, ils observaient chez les souris axéniques contaminées par ces flores des différences très nettes en matière à la fois de nutrition, c'est-à-dire que les souris qui recevaient le microbiote des enfants très malnutris développaient un état de malnutrition visible à la fois cliniquement et par les paramètres biologiques, et que disparaissaient de la flore qui était transplantée à ces souris des familles de microbes, des taxa, qu'eux considèrent comme étant des paramètres de maturation de la flore intestinale, en particulier, encore une fois, dans les 2 premières années de la vie. Donc ça, c'est très joli, on en reparlera dans un contexte plus large la semaine prochaine. Et puis, ces jolis travaux qui ont été faits ces dernières années sur l'asthme, on pense de plus en plus que l'asthme, l'atopie en général sont liées à une altération de la flore intestinale très tôt après la naissance, ou en tout cas dans les 2 premières années de la vie. Et donc il y a nécessité de réfléchir à ces approches dans la mesure où des données expérimentales montrent que sur des souris nouveau-nés sensibles à l'asthme, il y a des animaux qui ont ces caractéristiques
éventuellement parce qu'on leur a transféré des gènes particuliers ou des populations cellulaires qui leur permettent de répondre à des antigènes auxquels on les a rendus sensibles. Ces animaux, en présence de ces flores, en fait, à la naissance appauvries, ont plus tendance à développer des signes d'asthme alors qu'ils ne le font pas avec des flores normales. Et on commence à pouvoir associer à ça un certain nombre de signatures, en particulier Lachnospira, Veillonella, Faecalibacter, Prosnitsa et ainsi de suite, dans cette capacité de contrôle du phénomène allergique. Et ce qu'on pense de plus en plus, c'est que l'altération très précoce ou le retard de maturation de la flore intestinale, et en particulier son enrichissement en microbes anti-inflammatoires, joue un rôle important dans l'installation éventuelle à terme d'états asthmatiques. Et ça, c'est quelque chose qui peut déboucher très rapidement, c'est déjà le cas sur certaines études cliniques, dans l'enrichissement de la flore intestinale de l'enfant, en particulier lorsque l'accouchement s'est fait par césarienne, où, au fond, l'enfant n'a pas été en contact à la naissance avec la flore intestinale ou au moins la flore vaginale de la maman, qui est un peu le socle de démarrage de la population du tube digestif. Donc il y a des vrais travaux là-dessus. Les liens de causalité commencent vraiment à être établis, encore une fois expérimentalement, et il est bien entendu, dans le futur, vous allez voir un certain nombre de choses sortir là-dessus. Alors il y a des petites caveats, des petits points d'interrogation, dans la mesure où ces modèles de souris axéniques contaminent avec des flores dysbiotiques susceptibles d'être associées à des maladies, voire de causer des maladies. On ne sait pas très bien, au fond, leur devenir lorsqu'on les met chez la souris, d'autant plus qu'une fois que la souris est contaminée, on ne la garde pas dans des conditions d'axénie, on la remet dans des cages, même si l'environnement microbiologique est contrôlé. Et donc, ce qu'on sait, c'est que, environ, ça a été fait expérimentalement, 80% de la flore humaine s'établit correctement chez la souris. Mais on perd 20% des microbes. Si ces microbes éventuellement ont une fonction, sont importants, ils vont sortir de l'équation et on va avoir du mal à interpréter les données. Le deuxième élément qui est très étonnant, mais peut-être est-ce parce qu'il y a dans ces conditions-là les éléments génétiques qui reprennent le dessus, on voit quand même progressivement ces flores humaines se dégrader et prendre plus des profils d'équilibre des divers taxa qui correspondent plus à ce qu'on voit chez la souris. Donc si les études nécessitent des prélèvements au long cours sur ces animaux, on n'est pas avec la même flore au début, qui est une flore humaine, même un petit peu détériorée, qu'à la fin, qui est quelque chose qui est en train de devenir plus une flore à l'équilibre chez la souris. Donc il y a encore pas mal de limitations, et c'est au fond ce que je vous disais pour les postulats de Kors. Le modèle animal, il faut qu'il soit à la fois sensible à ces micro-organismes, mais il faut aussi qu'il soit pertinent, en tout cas dans la conservation du microbiote et de son interface et dans les effets qu'on en attend. Donc ça vous montre que les choses sont très compliquées, encore beaucoup d'expérimentations à faire et pas mal au fond d'esprit critique lorsqu'on regarde un certain nombre de papiers dont les résultats sont parfois un tout petit peu trop jolis. Alors, l'autre façon de faire, c'est de continuer chez l'homme, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on monte la dysbiose et ensuite on essaye de démontrer qu'elle est véritablement impliquée par, au fond, une intervention médicale chez l'individu. Et ça, il y a quelques exemples avec le Kwashiorkor, avec la chirurgie bariatrique, par exemple, qui modifie la composition de la flore, avec éventuellement le transfert fécal, de donneurs maintenant qu'on essaye de considérer comme des donneurs universels sécurisés à un individu par exemple obèse. Alors malheureusement, en tout cas même après plusieurs transferts, la perte de poids liée à ce type d'intervention est très limitée et on pourrait dire que c'est assez décevant. Mais si on regarde des paramètres plus biologiques, je dirais, et plus spécifiques comme la résistance à l'insuline, on peut voir effectivement chez un certain nombre de ces patients la résistance à l'insuline diminuer et revenir vers un profil plus proche de la normalité. Donc les choses commencent à s'affiner.
la transplantation fécale est quelque chose qui va sûrement s'améliorer avec le temps, en identifiant mieux les micro-organismes, en reconstituant éventuellement des flores adaptées à une situation clinique donnée. Mais ce n'est pas pour demain, et ce n'est certainement pas, en tout cas, aussi brillant que l'a été la glorieuse exception de la colite à Clostridium difficile, dont on a déjà parlé, où, au fond, le transfert fécal, même parfois, il y a une nécessité de le reproduire plusieurs fois, mais traite de façon spectaculaire, à plus de 90%, les épisodes de récidive de ces colites qui peuvent être gravissimes chez les personnes très âgées. Donc on commence à avoir une médecine microbiologique, une microbiothérapeutique qui se développe, mais qui nécessite encore, au-delà des choses classiques comme les probiotiques, d'être un petit peu précisée. Donc, au fond, la question c'est est-ce qu'on peut commencer à revisiter une fois de plus nos postulats de corps à la lumière de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir le courage d'appliquer des postulats dans un système aussi complexe que peut l'être une dysbiose, dans ses signatures et dans ses effets possibles. Ce n'est pas interdit d'essayer, donc on a essayé, on discute avec beaucoup de collègues, on a réfléchi dans le labo récemment, on a écrit une revue là-dessus, Pascal Vonage qui vous parlera la semaine prochaine. Alors on peut se lancer. Le premier postulat, ce serait une seule souche, espèce, genre, ça on parle plutôt d'un pathobiote par exemple, sans trop regarder si les autres sont là ou si la dysbiose qui l'associe est présente ou non, ou des combinaisons variées ou des fonctions génomiquement codées significativement corrélées au phénotype pathologique. Par exemple, trop de gènes induisant des acides gras à chaîne légère serait un élément, au même titre que les bactéries responsables ou qui portent ces gènes, un élément en faveur de l'obésité, par exemple. Ou inversement, la perte de Faecalibacterium prausnitzii ou de gènes qui restent à définir parce qu'ils n'ont pas été anti-inflammatoires pourrait être prise comme un élément important dans cette identification initiale d'une corrélation déjà avancée telle qu'elle a été proposée dans le premier postulat de corps. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le transfert de flore de sujets malades à animal gnotoxénique, on a parlé donc de ces transferts chez la souris, cause tout ou partie des symptômes de la maladie ou modification correspondante métabolique ou réponse immunitaire selon les cas. C'est-à-dire peut-être l'effet clinique n'est pas suffisamment important, sans doute parce qu'on s'adresse à une autre espèce animale, avec des altérations progressives, on l'a dit, un retour de la flore plus à un profil murin, mais dans l'intervalle, si on voit déjà des marqueurs biologiques, résistance à l'insuline par exemple, ou des marqueurs inflammatoires, même si cliniquement ça ne s'exprime pas de façon visible, on est déjà sur une bonne piste. Après, reste à vous et aux reviewers de l'article de considérer si vous avez été un petit peu trop ambitieux dans votre interprétation. C'est plutôt dans ce cas-là qu'on se retrouve. Les variations qualitatives et quantitatives des microbiotes retrouvés dans l'hôte devenu malade après transfert, c'est bien entendu des éléments, on retrouve le même profil chez le sujet à qui l'on a transféré ou chez l'animal à qui on a transféré. Déplétion dans taxa aux fonctions identifiées par intervention pertinente, alors ça c'est ce que je disais, on peut commencer à réfléchir si on a une perte de micro-organismes anti-inflammatoires à remplacer et à recharger, si je puis dire, le microbiote en micro-organismes qui vont traiter l'inflammation. On sait que certains Faecalibacterium, prausnitzii, certaines archébactéries, enfin il y a tout un tas de microbes qui tout doucement commencent à qualifier pour ce type d'intervention, disons, définie. Et ça, ce sera sûrement à l'avenir, au-delà même de la transplantation fécale tout court, une façon d'avancer dans ce principe de causalité. Le problème, et c'est là que parfois on diverge un petit peu, si on est extrêmement rigoureux, comme dans les postulats de corps, ou si on donne un petit peu de flexibilité au système pour quand même se permettre d'avancer, c'est
est-ce que la transmissibilité est vraiment un paramètre obligatoire dans la mesure où les variations individuelles, les variations interindividuelles sont tellement importantes qu'on met peut-être la barre un petit peu haut en demandant au fond cette notion de transmissibilité dans les paramètres de ce succès au fond à l'examen de passage des postulats de corps. Mais vous voyez quand même que là où on en est, avec cette étape intermédiaire sur les postulats revisités moléculaires, on est quand même très très loin et au fond beaucoup plus permissif, je dirais, dans le principe de causalité que ne l'était Robert Koch initialement. Mais ça, je dirais que c'est un petit peu normal et c'est quelque chose qui s'affinera au fond dans le temps. Donc dans cette revue, Pascal avait fait un très joli schéma pour comparer en fait ces différentes étapes des postulats de corps classiques, des postulats de corps moléculaires, et puis ce qui est maintenant ce qu'on appelle les postulats de corps écologiques, qui, comme vous l'avez vu, sont un domaine relativement vaste. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous raconter. Comme j'ai une très très mauvaise vue, je n'ai pas vu si Karine était arrivée. Karine, es-tu là? Non? Bon, alors si elle n'est pas là, j'avais prévu de vous faire quelque chose qui, au fond, illustre un petit peu ce que je vous ai raconté là, mais sous forme un peu d'un séminaire, mais ce ne sera pas très long, ne vous inquiétez pas, sur ce principe de causalité. Et au fond, avec les meilleures intentions du monde, parfois, on n'arrive pas à démontrer la causalité, mais inversement, on apprend des choses très très intéressantes sur le système. Et ça, c'est quelque chose qu'on applique dans le laboratoire. Alors, je suis désolé, on ne va pas échapper que les diapos sont en anglais, c'est les diapos d'un séminaire. Donc, il y a un lien, et ça a été montré par un certain nombre d'équipes, en particulier par le groupe d'Iraj Sobhani à l'hôpital Henri Mondor, un lien entre certaines signatures microbiologiques, ce qu'on peut appeler des dysbioses, et la survenue du cancer du côlon. Et l'environnement microbiologique du côlon est probablement un de ces éléments environnementaux qui va faciliter la survenue des tumeurs. Donc il y a des effets d'environnement, de l'alimentation, d'un certain nombre de mutagènes, de l'alimentation en termes de sa composition, en particulier la richesse en graisse, l'obésité. Le cancer du côlon est corrélé à l'obésité. Les inflammations chroniques de bas niveau pour une raison ou une autre, et puis des dysbioses avec à la fois des déséquilibres des populations microbiennes et puis la présence de ce qu'on appelle des pathobiotes. Je ne vais pas vous refaire la définition, c'est un microbe qui sont plutôt associés épidémiologiquement à l'existence du cancer. Alors on s'intéresse aux formes sporadiques du cancer, pas à ces formes génétiques comme la maladie de Lynch où les individus ont malheureusement cette mutation qui va faire qu'ils vont développer très rapidement dans la vie des cancers du côlon. Alors, ce qui est intéressant dans le cancer du côlon, si on peut dire, c'est que c'est un élément progressif de développement, comme beaucoup de cancers d'ailleurs, mais qui démarre en règle générale par une étape de formation de polypes qui sont liés à une hyperprolifération de l'épithélium intestinal. Donc on voit déjà là ce que pourrait être une interface avec des microbes. Et puis peu à peu, les choses se dégradent et le processus oncogène progresse et va se développer une vraie tumeur maligne, invasive, avec éventuellement au stade finaux une tumeur très invasive et des localisations métastatiques. Ces tumeurs N, les ganglions lymphatiques et puis M, les métastases. Donc on est dans cette dernière étape. Mais ce qui est important à connaître et à savoir dans le cancer du côlon, c'est que ces diverses étapes sont en fait gouvernées par la survenue successive de mutations, qui sont des mutations somatiques, ce ne sont pas des mutations transmises. Une des premières étant APC, on va y revenir, qui est une mutation qui engage ce processus d'hyperprolifération épithéliale. Et puis ensuite vont survenir des mutations successives qui sentent, entre guillemets, de plus en plus le cancer, en particulier CARAS ou des mutations dans la protéine P53 qui marquent un petit peu l'aboutissement, si je puis dire, du processus oncogène. Alors, il a été montré, comme je viens de le dire rapidement, que par des études de métataxonomique et de métagénomique maintenant,
il y avait des dysbioses globales dans le cancer colorectal, et en particulier, là, tout en haut, c'est le papier du groupe d'IRAJ, donc avec lequel on collabore sur ces études. Et au fond, ces dysbioses, quand on commence à les analyser, on est loin du compte, on peut voir des choses. On voit encore une fois une différence de balance, d'équilibre dans la composition, avec peut-être plus de microbes pro-inflammatoires, moins de microbes anti-inflammatoires, encore une fois, état de ce qu'on appelle low-grade inflammation en anglais, c'est-à-dire cet état d'inflammation de bas niveau qui va quand même entretenir de l'inflammation et des cassures de l'ADN et des altérations éventuellement sur les cellules souches qui sont la source de la tumeur. Et puis des choses qu'on regarde de plus en plus qui sont la richesse en bactéries capables de biodégrader des xénobiotiques, et on peut imaginer que l'augmentation de populations capables de biodégrader des molécules cancérigènes qui sont présentes dans l'environnement, dans l'alimentation, ou même endogènes, comme les produits de dégradation du tryptophane par exemple. S'il y a beaucoup de bactéries qui sont capables de dégrader ces produits, elles vont être protectrices. Si elles sont perdues pour une raison ou pour une autre, on va avoir une perte d'équilibre et donc des possibilités d'accentuation des processus oncogènes par les dégâts causés à l'ADN cellulaire. Et puis à côté de ça, c'est une espèce de tableau global et qui reste encore à bien définir, il y a des études épidémiologiques qui ont montré que certains microbes, des pathobiotes en fait, étaient associés au cancer du côlon, et pour certains de façon statistiquement extrêmement impressionnante. La question se posant au fond, ce que je marque en anglais ici, guilty or not guilty, est-ce que ça veut dire qu'ils sont vraiment coupables dans l'oncogénèse, ou est-ce qu'ils sont là pour une raison ou pour une autre? Parmi eux, il y a Fusobacterium, on en a déjà parlé, en particulier Nucleatum. Il y a des Bacteroides fragilis, entérotoxiques. Il y a des souches d'Escherichia coli qui produisent ce qu'on appelle des cyclomodulines, c'est-à-dire des grandes molécules polycycliques qui ont un rôle qui a été démontré d'ailleurs très récemment dans le groupe d'Eric Oswald à Toulouse. Ce sont des molécules qui en fait établissent des ponts sur des brins d'ADN et qui entraînent ensuite secondairement des cassures qui vont être donc potentiellement oncogènes. Et puis une bactérie qu'on a utilisée et étudiée en détail qui s'appelle Streptococcus galolyticus. Alors, Streptococcus galolyticus, c'est une bestiole très intéressante parce que c'était ce qu'on appelait avant Streptococcus bovis, qui a été reclassé, je ne rentre pas dans les détails, et qui est en fait responsable d'une bonne quinzaine de % des endocardites infectieuses chroniques. Mais lorsque on fait une colonoscopie à ces patients, c'est généralement des patients comme ces endocardites chroniques qui ont plus de la soixantaine, on trouve un cancer du côlon. Donc la question, c'est bien entendu, est-ce qu'il y a un lien de causalité? Est-ce que ce micro-organisme est en fait responsable pour tout ou partie de l'oncogénèse colique? Et c'est donc sur cette base qu'on a démarré l'étude, et sur la base d'études épidémiologiques, pas de chez nous, mais de certaines régions du monde, en particulier en Malaisie, ces études qui montrent une prévalence extraordinaire de Streptococcus galolyticus dans les cancers du côlon, y compris associés à la tumeur elle-même. Donc il y a vraiment ce que les Américains appellent un smoking gun, c'est un suspect extrêmement fort d'être impliqué dans cette maladie. Donc le travail très vite, il a été effectué par une postdoc du labo qui nous a quittés maintenant, elle est à Angers, qui s'appelle Laetitia Emmerich, et puis une collègue du campus, Shenord Ramsey, qui est une spécialiste des streptocoques, parce que moi j'étais plutôt un gram négatif, je me suis converti récemment au gram plus avec bonheur, mais surtout grâce au soutien de Shenord, et puis nos collègues de l'hôpital Henri Mondor dont je vous ai parlé. Je vais aller assez vite, mais quand même pour vous montrer un petit peu cette difficulté qu'on a. Au fond, quand vous êtes avec un micro-organisme, dans une situation où vous envisagez une causalité dans un processus pathologique. Streptococcus galolyticus, cancer. Je ne vous ai pas dit pourquoi il s'appelait galolyticus, c'est parce qu'il est capable d'hydrolyser le galate. Le galate, c'est un sucre qui, en excès dans l'intestin, est assez toxique. Et donc, dans le bétail, par exemple, s'ils mangent trop de galate ou s'ils ont trop de galate apportée par l'alimentation végétale, ils vont développer des maladies œdémateuses de l'intestin et donc ils ont besoin de ces microbes pour hydrolyser et nettoyer le galate de l'intestin. Un autre aspect rigolo, c'est que les koalas, par exemple, qui mangent uniquement de l'eucalyptus est très très riche en galate, et les koalas meurent d'intoxication par le galate, et donc ils ont dans leur flore intestinale
ces microbes, Galolyticus, Streptococcus galolyticus, qui les protègent. C'est des jolies symbioses. Donc la question, c'est chez l'homme, comme on ne mange pas trop de galates, on a ces microbes de temps à autre, mais pas systématiquement. Karine, bonjour. J'avais prévenu. Donc, si tu t'installes tranquillement, j'en ai encore pour quelques minutes, du coup, c'est bien. Donc, l'idée, et je vais résumer puisque Karine est là, c'est que soit ce microbe est causal, cause la tumeur, à un stade qui reste à définir, soit ce micro-organisme est le reflet de la présence d'une tumeur, mais ce qui était très bizarre, c'est que dans les études épidémiologiques, on le voit parfois bien avant que la tumeur soit identifiée, au stade de polype ou même avant. Donc l'impression d'une situation très très particulière. Donc je vais vous faire une longue histoire courte. On a pris des souris qui développent des tumeurs coliques, qu'on appelle des souris APC, donc Notch, parce que en fait, elles ont une mutation dans le gène APC qui fait que la bêta-caténine va sur ses promoteurs dans le noyau et la cellule surexprime Wnt et la cycline D1 qui sont des éléments de prolifération tumorale. Donc on avait besoin d'amorcer la pompe parce qu'on sait très bien que si on infecte des souris avec la bactérie dans un background génétique normal, il ne se passe rien du tout. Donc on a fait ces expériences et on s'est aperçu, encore une fois, pour faire une longue histoire courte, que ça ne causait pas chez ces souris ni l'augmentation du nombre de polypes, ni l'apparition de tumeurs. Donc notre rêve initial d'avoir trouvé une bactérie tumorigène s'effaçait. Mais ça n'expliquait toujours pas quelque chose qu'on a très vite observé chez ces animaux, c'est que les animaux qui étaient susceptibles de développer des tumeurs, c'est-à-dire ces souris APC Notch en fait, avaient une surcolonisation, c'est-à-dire que Streptococcus galolyticus se développait beaucoup plus volontiers dans ces souris, alors que la colonisation avortait chez des souris normales, ou en tout cas n'ayant pas la mutation APC. Donc clairement, on s'acheminait vers une situation où il n'y avait pas véritablement d'oncogénèse, mais plutôt une bactérie bénéficiant de l'environnement tumoral pour se développer. Et c'est ça qu'on a prouvé par cette étude, et encore une fois, je vais un petit peu plus vite parce que je vais laisser la parole à Karine. Ce qu'on a montré, c'est que cette bactérie produisait ce qu'on appelle une colicine, je vous en ai parlé le premier jour, et que cette colicine, en fait, était capable de tuer des entérocoques présents dans la flore, et qu'en fait, cette souche de Galolyticus, quand cette colicine était active, se substituait aux souches de Streptococcus, d'entérococcus dans la flore intestinale. Et c'était une substitution écologique, on en a déjà parlé le premier jour avec Shigella, et c'est ce qu'on montre avec cette lise sur ce. Le problème, ce qu'on a vu très rapidement, c'est que, en fait, cette lise ne se faisait en particulier par le surnageant bactérien que si on traitait avec un détergent, avec du Twin. Donc on ne mange pas de Twin, on ne boit pas de Twin dans la vie courante, bien entendu, ou alors il faudrait avaler des bouteilles de trucs pour déboucher les éviers. Donc, mais on a des détergents naturels dans l'intestin qui sont les sels biliaires, et on les a en très très grande quantité. Et les sels biliaires, en fait, qui sont produits dans le foie et libérés par la vésicule et le cholédoque au moment du passage du bol alimentaire, sont modulés par la flore intestinale qui va éventuellement les déconjuguer, les déhydroxyler, et on va aboutir, à partir des acides biliaires standards, conjugués, hydroxylés, à des formes qui sont comme le désoxycholate, des formes déconjuguées déhydroxylées qui sont relativement toxiques et on sait qu'ils sont généralement pro-inflammatoires. Et ce qu'on a observé, en fait, pour simplifier les choses, c'est que ces sels biliaires, en fait, déconjugués, déhydroxylés, comme le désoxycholate, activent cette colicine. Donc ce qui se passe, c'est qu'en présence de concentrations importantes dans l'intestin, soit chez ces animaux mutés, qui vont développer des tumeurs, soit si on rajoute du désoxycholate dans la ration alimentaire, ou plutôt dans la ration de boisson de l'animal, vont activer cette colicine dans leur intestin et permettre à cette souche de se développer, de coloniser aux dépens des entérocoques. Et ce qu'on a montré, pour simplifier, pour terminer, c'est que les animaux donc, qui ont cette mutation APC en particulier
ont des niveaux naturellement de désoxycholate plus élevés que les animaux normaux, non mutés. Et on sait en fait depuis longtemps que les personnes qui ont un cancer du côlon ont un taux de désoxycholate et d'acide biliaire déconjugué plus élevé que la moyenne de la population. Et pour terminer, on a réussi à montrer qu'en réalité, ce qui se passait, c'est que cette mutation APC entraînait une diminution, voire une quasi-absence d'expression d'un transporteur de l'apex des cellules épithéliales intestinales, qui s'appelle, il est marqué ici, SLC10A2, qui en fait est chargé du transport des acides biliaires de la lumière intestinale, en particulier ceux qui sont déconjugués parce qu'ils deviennent toxiques, vers une absorption transépithéliale, retour par la veine porte au foie et resynthèse des acides biliaires conjugués et hydroxylés tels qu'ils sont dans le foie. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la mutation qui va causer les polypes, la mutation APC, et qui va engager le processus cancérigène, entraîne une diminution de la réabsorption des acides biliaires et en particulier des acides biliaires toxiques et vont créer une situation écologique dans l'intestin qui probablement facilite la survenue de la tumeur sur le long terme parce que ça crée des états inflammatoires chroniques, en tout cas ça y participe, et permet à certains microbes, au fond, de mettre en évidence leur capacité prédatrice et d'occuper une niche qui était en fait théoriquement la niche des entérocoques. Alors, je vous ai montré ça simplement pour vous montrer que, à force de vous dire qu'il faut mettre de l'expérimental dans le lien de causalité et d'essayer de comprendre ce qui se passe, on le fait. C'est 4 ans de travail pour aboutir à démontrer qu'en fait cette souche, il y a peu de chances qu'elle soit cancérigène, mais qu'inversement, elle identifie dans l'environnement d'un intestin en voie de tumorigénisation une situation écologique qui lui permet de se développer. Donc ces signatures des dysbioses, elles sont sûrement importantes. Là, cette souche est certainement un biomarqueur, ou la condition qu'elle identifie est un biomarqueur très précoce du risque de survenue de tumeurs coliques, mais ce n'est certainement pas un lien de causalité au sens où la bactérie va être responsable du cancer. Donc voilà, je voulais terminer sur un petit mot de précaution dans la façon d'interpréter les données des dysbioses, parce que on voit bien qu'à l'échelle ou à l'épreuve des expériences, on ne retrouve pas toujours les résultats qu'on espérait, et je pense ou j'espère que les autres microbes en cause vont être soumis à ce type d'études aussi, parce qu'il est indispensable de pouvoir sortir de ça, parce que je veux dire, les approches vont être très différentes si c'est simplement un biomarqueur ou si c'est au contraire une bactérie responsable. Donc voilà, je vais arrêter ici de manière à laisser la parole à Karine Clément, et je vous remercie de votre attention et je vous propose de faire comme d'habitude, à moins que vous ayez une question ou deux brûlantes, de reporter à une petite discussion à la suite de la présentation de Karine, parce que les deux topos sont vraiment très, très reliés conceptuellement. Voilà, je vous remercie.